Derrière chaque image se trouve un artiste. Ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques. Avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go! Salut Florent, bienvenue sur Gizmo. Salut, salut. Bien, merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. On va avoir cette discussion, je pense, très passionnée et intense pendant la prochaine heure, donc je suis ravie de la partager avec toi. Pour ouvrir cet épisode, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et peut-être que tu nous racontes le tout début, comment, tu as commencé à t'intéresser à la 3D et pourquoi aujourd'hui tu fais cette spécialité? Alors, moi, c'est Florent de Sailly. Je suis créature artiste, donc créature concept artiste, on va dire. Et comment j'ai commencé? Moi, c'est un peu par hasard. Je sais que j'étais une période où je savais pas trop ce que je faisais de ma vie et je suis tombé sur YouTube des timelapse ZBrush. Donc, ça m'a démarré comme ça. Et puis bah, j'ai toujours aimé les créatures. C'est toujours un truc que j'ai beaucoup dessiné. Donc, au début, j'ai vraiment commencé sans du tout faire ça un boulot, quoi. C'était vraiment juste, oh, c'est rigolo, j'aime bien. Et puis après, oh, peut-être faudrait trouver un travail. Du coup, j'ai essayé et puis ça a marché à peu près. Donc tu es totalement autodidacte? Bah, moi, je trouve c'est bizarre de dire autodidacte maintenant parce que on peut plus vraiment apprendre dans une bulle, quoi. On apprend vraiment avec Internet et Internet, c'est plein de milliers de profs qui t'enseignent des choses. Donc, des fois j'assume pas trop le truc autodidacte, mais bon, j'ai fait plein de tutoriels et tout ça, mais j'ai pas fait d'école. OK. Et aujourd'hui, tu te définis comment? C'est quoi ton titre un peu de poste? Et tu bosses pour qui? C'est quoi le type de mission que tu peux faire? Alors moi c'est un peu bizarre parce que j'étais patron d'une boîte, donc jusqu'à il y a genre un mois, quoi, on va dire. Et bah, le patronat c'est pas trop pour moi. Et du coup là je commence tout juste à faire du freelance, concept artiste créature, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui alors que c'est 100 de ton temps que tu fais là-dedans? Est-ce que le petit Florent qui, à l'époque, trouvait ça fun, trouve ça toujours fun? Pourquoi tu trouves ça toujours aussi fun? Et qu'est-ce qui te plaît, encore au quotidien de faire des créatures, de les inventer? Oh, c'est vraiment toujours extrêmement fun, ça, franchement, je me plains jamais. Mais il y a plein de trucs que j'aimerais faire et que j'ai pas le temps de faire. Mais je sais pas trop comment définir. Qu'est-ce qui est fun? Moi, j'aime bien inventer un monde, quoi. Ma fenêtre pour commencer ce monde, moi, c'est les créatures. J'imagine que plein de gens qui aiment créer des mondes, ils ont un peu un axe sur lequel ils aiment bien, enfin, ouvrir la fenêtre, je dirais. Et moi, c'est toujours les bestioles, quoi. Après, ça va être les plantes, après, ça va être les gens. Mais la bestiole en premier, c'est ça qui me fascine. Parce que, parce que c'est marrant, quoi. Je sais pas trop comment définir ça plus précisément, quoi. Non, mais en tout cas, tu Et- as une affinité où toi, ton imaginaire, il se débloque vachement dès que tu penses aux créatures et c'est ça qui te permet de, au début, toi, imaginer ce monde et peut-être que des gens derrière vont être inspirés par tes créatures et construire tout ce qu'il y a autour mais j'aime bien la métaphore de c'est un peu ma fenêtre, moi, que j'ouvre en premier quand, je ouais, veux imaginer un monde, c'est assez explicite quand même, ouais, fenêtre, point de départ, un truc comme ça, quoi. Et moi, c'est juste, ah, imagine cette bestiole. Enfin, on est dans un monde où les bestioles, enfin, c'est comme le bouquin de Wayne Barlow. Imagine un monde où tout est recouvert de gaz, donc rien, personne ne voit quoi que ce soit. Donc, on imagine un monde où les yeux n'existent pas, et tout de suite tout est bizarre, tout est, et c'est juste un point de départ, et après, bah, on étend, quoi. Et c'est juste un peu un jeu mental de se dire qu'est-ce qui se passe si on fait ça. C'est un peu, je sais pas moi, des gens qui font des théories sur les prochains films Marvel ou quoi que ce soit, mais c'est avec des bestioles, quoi.
Et tu commences toujours par une phrase comme ça ou ça te donne un peu une contrainte? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une contrainte. Tu le dis de toi-même en disant, «Les ces créatures, elles auront pas Dieu, ça sert à rien», ou des fois tu as d'autres sources d'inspiration et d'autres points de départ pour commencer? Souvent, c'est vraiment moins direct, hein. On aimerait bien que souvent ça soit un postulat aussi clair, mais les règles souvent sont pas établies directement. Souvent, c'est plus, il y a autant le visuel que on va dire le texte, mais on va dire plus mental. Je sais pas comment définir exactement ça, mais l'idée, et il y a aussi une forme qui est cool, qu'on a envie d'exploiter, peut-être de justifier pourquoi cette forme-là, elle pourrait marcher, ce genre de choses. Donc c'est toujours un jeu entre les 2, entre, Ouais. l'histoire et donc tu le justifies et quand même un délire ou un truc que toi tu trouves joli, que tu vas, faire assembler avec, en fait, les 2 et les faire coexister pour que ce soit pas juste, fonctionnel ou pas juste esthétique, mais, un peu des 2 quoi. Je pense qu'il faut les deux. Ça dépend toujours les projets. C'est quoi l'axe? Des fois, on veut vraiment juste quelque chose d'esthétique et on essaye même pas de justifier quoi que ce soit. Et des fois, on a envie d'avoir. Moi, j'aime bien le côté un peu scientifique, donc j'ai tendance à aimer justifier, voir comment ça marche un peu. Parce que je pense que c'est un peu le rôle du designer d'expliquer comment les choses fonctionnent, même si souvent pour les projets, ça sert pas à grand chose, mais ça rend la créature un peu plus intéressante, je pense. Même si je pense que la majorité des gens le voient pas. Mais, euh, mais et puis ça aide à avancer quoi quand on fait un design, je pense. Est-ce que tu crois qu'il y a un point commun dans tous tes designs? Est-ce que tu as un style, ce que Ah, j'appellerais ça ce point commun? je pense, des fois ça me fait rager les gens qui arrivent à tout faire, mais moi clairement j'ai un style, ça c'est sûr. Et des fois c'est chiant parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et des fois donc je sais pas trop comment le définir, c'est dur d'avoir un regard sur son propre style, je pense. Bah, c'est assez drôle ce que tu disais, c'est-à-dire que des fois j'essaye de faire d'autres trucs mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu Mm. essayes de faire et au final ça te renvoie toujours à ce que tu fais le mieux et que tu es le seul à faire, c'est-à-dire, aujourd'hui des créatures, qui font un peu peur en général. Tu fais pas Ouais, des mini-tubes, hein, on va pas se mentir. non, clairement, mes bestioles font toujours un peu. Bon, j'ai toujours aimé les animaux, c'est surtout des prédateurs, c'est surtout des choses qui chassent, des choses qui font un peu peur. Mais je sais pas si des fois un peu dégoûtantes, mais souvent, je sais pas trop. C'est dur à dire. Comme qu'est-ce qui fait son style? Pourquoi je fais des choses qui font peur? Mais donc Euh, est-ce que tu as essayé de faire des trucs qui faisaient pas peur, peut-être un peu plus mignons et au final tu leur, faisais, je sais pas, des énormes crocs et ça partait toujours en live? Est-ce que c'était ça les Non, j'ai tests? déjà fait des trucs un peu mignons, ça arrive, hein. Des fois ça marche, et des fois je fais surtout des trucs qui ressemblent à des animaux, quoi. Une vache, ça peut faire peur comme ça peut être mignon, je veux dire ça entre les deux, mais souvent j'aime bien dès que ça évoque une émotion, et l'émotion que j'arrive le plus facilement, je pense à susciter, c'est que t'as pas envie de la croiser cette bestiole. Ouais. Bah, je pense que c'est en effet le point commun, là, tu viens de le résumer, ouais. On n'a pas envie de la croiser et pour la plupart, ouais, je trouve ça très bien fait, mais ouais, il faut mieux que ça reste virtuel, en effet. C'est ça, faut que ça reste On en loin, restera là. derrière un écran. Mais non, je pense. Après, en ce moment, j'ai un peu une envie de faire des choses peut-être moins, moins, je sais pas dire, moins agressives, parce que des fois, elles sont un peu bêtement agressives, on va dire. Mais c'est un process, quoi. C'est différente. Je pense qu'il y a des périodes. Là, j'ai une période j'ai fait beaucoup de fantasy, donc beaucoup de dragons, de trucs comme ça il faut qu'ils soient expressifs parce que sinon c'est chiant. Et souvent ils sont énervés, quoi. Est-ce que tu dirais que tu as eu des périodes précédemment? C'est-à-dire que tu disais là, tu avais eu une période fantastique. Est-ce qu'il y a différentes phases, sur lesquelles tu es passé, qui t'ont appris, différentes choses et qui t'ont permis aussi d'explorer différents univers? Je pense vraiment que quand j'ai commencé, j'ai découvert ZBrush et la 3D, j'étais sur une période un peu plus horreur, un peu Lovecraft, ce genre de choses. Donc il y avait beaucoup de trucs à tentacules, des trucs gluants. Donc j'étais plus une période un peu horreur, je dirais, OK. horreur fantastique, quoi. Et après, c'est souvent pour le boulot, j'ai souvent eu beaucoup de demandes fantasy en fait.
l'impression que ouais, jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de ça. Donc, et bon, reptiles, ce genre de choses. Donc, je pense que j'ai fait horreur et un peu. Maintenant, j'ai fait une fantaisie. J'ai envie de passer un peu à autre chose en fait. Revenir à l'horreur. Un peu, parce que des fois ça manque un peu, mais peut-être plus j'aime beaucoup la zoologie spéculative. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on essaye d'imaginer un écosystème, ce genre de choses, comment toute une famille d'animaux qui pourraient avoir des liens génétiques, ce genre de choses. Donc souvent on prend une planète, on se dit que c'est quoi les conditions de la planète, on prend quel genre de base d'organismes, on a des organismes, je sais pas moi, des vertébrés qui nagent beaucoup et sur la Terre on a beaucoup d'invertébrés, ce genre de choses. Et on fait c'est un truc qui m'intéresse, que j'aimerais bien faire. Après, trouver le temps, c'est pas facile. Mais en ce moment, c'est ma période. Après, Et c'est su toujours, et surtout, si je comprends, ça va aussi être un peu une série parce que ça a du sens que si tu fais un peu, toute la famille ou les déclinaisons, non? c'est ça. Oui, c'est pour que ça a du sens, faut qu'il y ait un ensemble un peu, on sente les interactions entre les différentes espèces, entre l'environnement, ce genre de choses. Mmh. Ouais, tu es pas Donc, une fois que tu as commencé, tu es pas prêt de terminer. ça, c'est dur de faire un one shot. Après, si je fais un je commence, ouais, j'ai déjà commencé un peu, hein, et que ça m'ennuie ou bah ça sera un one shot, mais j'aimerais bien que ça devienne quelque chose d'un peu plus grand. OK. Tu nous as cité quand même pas mal d'univers. Ce serait quoi, toi, tes références ou les trucs sur lesquels, très souvent, tu peux revenir dessus parce que c'est un peu, je sais pas, ta base et vraiment ton oxygène? Ouais, bah moi j'aime beaucoup enfin je pense que Lovecraft ça m'a beaucoup marqué pendant une période. Donc j'ai une grosse le fantastique, donc quelque chose vraiment de d'étranger qui arrive dans notre univers. Donc il y a vraiment ce petit décalage entre la réalité, c'est toujours dans la réalité et du coup ça a plus d'effet pour moi. Donc surtout dès qu'on veut faire de l'horreur et des choses comme ça. Parce que de l'horreur dans des contextes trop éloignés, je pense que ça en général ça marche moins bien. Mais après moi j'ai un grand truc d'enfance et j'adore la paléontologie en général. Donc les dinosaures, ce genre de choses, moi c'est mon dada. Donc il y a ça aussi. Donc dès que dois faire une bestiole, tout ça, bah je vais regarder plein de fossiles pour trouver des refs. Donc il y a, je dirais, il y a ce côté très horreur, très horreur cosmique à la Lovecraft. Et en même temps, il y a ce côté animaux et beaucoup animaux préhistoriques parce que je pense quand même dans mes grosses rêves, c'est des bestioles qui n'existent plus et du coup qui laissent pas mal de place à l'imagination quand même. Mmh mh. De comment elles auraient pu évoluer dans un monde actuel, dans un Ouais, et même bah, on a juste quelques os et faut faire la bestiole complète quoi. Donc il y a quand même plein de trous à combler. Et donc ça c'est une grosse source clairement, les animaux préhistoriques. Mais les animaux qui existent aussi, mais je pense que je suis plus préhistorique, je dirais. et dans ces cas-là, comment tu commences? Tu commences par, dessiner? Tu disais que tu te définissais aussi comme concept artiste avant de passer dans la 3D ou c'est toujours un espèce de va-et-vient entre les 2 et des fois, tu fais des choses en 3D, tu dessines, puis tu reviens dans la 3D? Hem, comment tu En fait, moi, ma question, Le c'est point de comment départ. ouais, la petite graine que tu mets pour, en fait, arriver à une créature, qui à la fin est terminée, finale ou qui est vraiment aboutie, tu vois, en termes de réflexion. Comment Ouais, tu mûris, tu vois, ton embryon et ton début de: «Franchement, cette créature, elle peut être pas mal, ouais. j'y Bah, crois». des fois, il y a l'idée, on se dit, oh, il y a quelque chose comme ça dans ma tête qui est incroyable, mais en vrai, souvent ces idées-là, elles donnent rien. Des fois, j'ai l'impression qu'elles sont géniales dans ma tête, mais souvent, dès qu'on essaye de les concrétiser un peu, bah finalement, c'est un peu chiant. Mais en général, là où il y a vraiment quelque chose, c'est quand on fait des croquis et d'un coup, il y a une silhouette, un truc ah là, c'est marquant, là, il y a un truc à faire, il y a quelque chose, quoi. Et souvent, bah, après, je vais commencer à soit concrétiser un peu le croquis, soit concrétiser un peu plus direct en 3D, parce que à pouvoir tourner autour, c'est vachement pratique pour être sûr que ça marche. Mais ouais, c'est ça. C'est plus le croquis. Parce que des fois, j'aimerais bien me dire que c'est les idées, mais en vrai, je crois pas.
Donc c'est plutôt l'accident ou le fait de dessiner qui, à un moment, crée quelque chose où là tu te dis, en effet, en termes de silhouette, hem, bah, ça commence à être intéressant et ça véhicule peut-être un sentiment de peur ou d'intrigue et il y a quelque chose qui s'en dégage et derrière tu commences à créer l'univers ou tout ce qui va se passer autour pour commencer peut-être à justifier des Ouais, fonctions, des détails de cette créature, quoi. bah, ouais, je pense, parce que les idées, il y en a plein, et souvent, bah, elles marchent pas, quoi. Mais c'est quand même, ça reste le point de départ, je pense, parce que même quand on fait les croquis, il y a quand même cette idée derrière la tête, mais c'est vraiment très souvent stérile, je dirais. Donc, je pense vraiment que c'est dès que c'est visuel, dès que ça dépasse la tête, quoi, que c'est plus dans la tête, parce que dans la tête, il y a plein de choses qui ont l'air géniales, et dès qu'elles sortent, bah, finalement, c'est pas toujours génial. Bah, ou plus dur à rendre génial, ouais, parce qu'il y a le Oui, côté, on l'édulcore toujours, parce que ça reste un peu nébuleux c'est et ça, pour autant dès que c'est, ben, mis sur le papier, le tout ce qu'on rendait un peu sexy et qui n'était pas là, disparaît ou en tout cas c'est ça. n'est pas rendu. Il manque plein de choses qui faisaient que c'était bien, et voilà. Ben ouais, je pense faut se débloquer. Et pour moi, le croquis, c'est le plus facile pour débloquer. En étant très très rapide, juste chercher des formes, chercher des trucs. Et après, bah, le cerveau, il peut combler le petit croquis très très simple et se dire, oh, il y a plein de choses à faire. On peut rajouter plein de petits machins. Faire des lumières, faire des trucs translucides, je sais pas. Ouais et du coup, ouais, c'est ça, le cerveau complète et va au-delà et c'est là où tu as aussi envie de le passer en 3D, tourner C'est ça. autour et le compléter d'une idée qui, ça y est, commence à avoir, une image. Tu C'est as mis ça. une image à cette idée. C'est ça. Tu as Je pense toujours eu que pardon, excuse-moi. je disais juste, je voulais juste dire, c'est vachement plus facile. Le point de départ, je pense, c'est vraiment le plus dur. On peut faire plein de croquis, et souvent, moi, je pense, j'ai un peu des automatismes, et je fais toujours un peu les mêmes croquis. Donc, faut essayer de se forcer, faire des trucs différents. Mais dès qu'il y a un truc intéressant, bah là, c'est facile à concrétiser, à faire la continuité, quoi. C'est juste, il suffit de suivre les étapes et c'est bon, quoi. Et tu as toujours dessiné avant de faire de la 3D et du ZBrush? Ouais, ZBrush, j'ai commencé, enfin la 3D, tout ça, j'ai commencé assez tard, mais dessiner, je le fais depuis que je suis gamin. Que des dinosaures, des machins, des chevaliers, des dragons, trucs classiques, quoi, d'enfant. Mais ouais, dessin, ça m'a toujours accompagné. Ouais, d'où cette facilité que tu as quand tu veux penser, mais penser en le matérialisant, tout de suite tu prends un crayon et tu commences à croquer ce que tu as en tête, quoi. Ouais, moi je pense, ouais, c'est plus facile. Après, je sais que quand j'ai commencé la 3D, j'ai un peu abandonné le dessin. Je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, c'était pas très concret, quoi. Et du coup, mais je me suis rendu compte vite fait que bah, la 3D c'est vachement bien, mais on peut quand même aller vachement moins vite pour une idée, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup moins rapide, quoi. Donc pour le côté, débroussaillage ou en tout cas, chercher très rapidement, en fait, si ça marche ou si ça marche pas, tu es toujours adepte du papier crayon, pour, Ouais, tester alors que faire ces 40 tests, 20 tests en 3D, tu y passerais tout de suite, 10 jours, 8 ouais, jours. c'est clair. Et après, je sais que des fois j'ai des blocages en 2D. C'est souvent les trucs qui ont besoin beaucoup de bien marcher en 3 dimensions, quoi. Genre je sais que les têtes, souvent, ça sert à rien de faire juste un profil, faut vraiment voir le face, le profil. Et les têtes en 3D, moi je trouve ça c'est vachement plus facile. Mais le reste du corps, surtout beaucoup d'animaux, de créatures qui sont qui marchent beaucoup sur le profil, quoi. Je sais pas moi, un lion, bah, le profil est vachement plus défini que de face, quoi. Et designer de profil, c'est assez facile. Ouais, on en revient aux silhouettes, en fait. C'est ça. Est-ce que tes premières créatures ressemblaient à celles que tu faisais aujourd'hui? Est-ce que tu as quand même l'impression que tu as eu une évolution entre, tes premières essais et même si tes références étaient les mêmes, quand tu as commencé et aujourd'hui, vers quoi tu tends peut-être et où est-ce que tu avais des blocages qu'aujourd'hui peut-être tu en as pu et tu as surmonté? Comment tu vois ton évolution? Je pense au début, je voulais faire des trucs vachement plus bizarres. En vrai. Je pense que je cherchais vachement plus à faire des trucs qui existaient vraiment moins. Euh,
parce que je pense que je voulais vraiment, ouais, avoir quelque chose d'original au début. Et maintenant, je sais pas, je me dis des fois, pour quelque chose marche, il n'y a pas besoin qu'il soit si fou ou si bizarre. Et quelque chose de très familier peut être très efficace, je pense. Voire plus flippant parce Oui, on a l'impression de le reconnaître et en fait, pas vraiment et c'est là où on commence un peu à faire des psychoses en se disant, ça pourrait être une des évolutions possibles de c'est cette ça. espèce. Ouais, je pense aussi. Genre, au début, je sais que je faisais quasiment que des créatures sans yeux. Et enfin, c'est vachement confortable de faire des trucs sans yeux parce que t'as vachement plus de place pour faire, euh, faire la tête, ce genre de choses. Et dès qu'on doit faire un regard et tout ça, ça peut vite être moche, Mmh. vite être plus flippant du tout. Parce que bah, le regard rend inoffensif, on va dire. Enfin, pas inoffensif, mais enlève tout le côté effrayant assez vite. Et je sais qu'à une période, j'avais beaucoup de mal à faire des yeux. Et maintenant, c'est pas de problème. Ça va. Et je trouve que souvent même, c'est l'endroit le plus intéressant à faire, en fait. Parce que c'est là que les gens vont regarder direct. Ouais. Ouais, tu un Et point d'attention qui est très, très fort qui passe par le regard, qu'au c'est ça. début tu évitais et je pense que tu avais trouvé un des hacks, c'est-à-dire, il y a pas Ouais, d'yeux, c'est flippant. ça. C'est ça. Et dès qu'il faut faire des yeux, bah c'est plus dur, c'est sûr, et ça peut vite être beaucoup plus familier, quoi, parce que bah, des yeux, tous les bestioles qu'on voit, en tout cas de près, parce que souvent les gens regardent pas tant si bien que ça la gueule des insectes et des trucs comme ça, donc on est vachement habitué à avoir deux yeux qui nous regardent avec une pupille au milieu. Mmh mh. Donc comment tu l'as contourné ça en te disant, «OK, je peux réintégrer des yeux dans mes créatures et pour autant elles seront flippantes»? C'est en t'attaquant et en regardant dans le détail tous les yeux de différentes espèces en te disant: «Chez les insectes, c'est différent, on est juste familier au regard humain, heu, avec une pupille et une paupière»? Je pense que j'ai pas formalisé vraiment, je pense que ça s'est fait un peu tout seul. Je pense juste, bah, j'ai dû faire des trucs avec des yeux, un peu, j'ai été forcé. Et puis, oh finalement ça va, c'est pas si dur. Et je pense que c'était quelque chose que j'évitais, et maintenant je suis à l'aise avec, on va dire. Mais je pense pas qu'il y ait eu vraiment de déclic ou de réflexion. Ah, ça me bloque et j'aimerais bien le passer, parce que des fois j'ai des murs et j'arrive pas à les passer ou quoi que ce soit, mais là ça s'est plus fait tranquillement Ce et serait sans en étant vraiment conscient, je pense. Juste, à force de tests, d'itérations et puis de t'y confronter parce que tu avais pas le choix, quoi. c'est ça, ouais. Parce que les clients, ils voulaient pas que des créatures sans yeux, à un C'est moment, ça. ils en voulaient, quoi. C'est ça, il faut faire des yeux. Ce serait Mais quoi ouais. les autres murs, que tu évoques là, que tu as eu du mal aussi à passer, qui ont été peut-être pour toi un peu des étapes dans ta création et dans ton processus? Alors, je dirais le premier gros mur, surtout quand j'essayais de me professionnaliser, on va dire, parce que moi au début je cherchais pas forcément que créature, je cherchais juste être un caractère artiste, on va dire. Et caractère artiste, bah on te demande tout un panel un peu technique, ce genre faire une retopologie, des UV, ce genre de choses. Et moi, j'ai commencé à 3D juste avec ZBrush, donc je connaissais pas du tout les Max, les Blender et autres. Et ça me faisait vraiment flipper. Je voulais pas faire de retopologie, ce genre de choses. C'était mon gros blocage. Mais ça, il fallait forcer, quoi. Il n'y a pas eu de formule magique. C'était juste, bah, fais des tutoriels et apprends ça. Et même si t'aimes pas, tu dois le faire. Et maintenant, moi, je sais que mon gros blocage, surtout quand j'évolue plus dans le côté concept artist, c'est peindre. Parce que j'ai beaucoup dessiné, mais j'ai jamais peint. Et peindre, c'est vachement pratique pour rajouter quelque chose sur mon rendu en 3D, ce genre de choses. Et je sais que j'ai encore beaucoup de blocages et il faut que je travaille pour le débloquer. Mais c'est encore quelque chose j'ai l'impression qui m'handicape, quoi, pour faire Mmh. des choses que j'ai envie. Ça t'indique là, j'ai l'impression que le parti, peinture, tu l'évoques et en 2D et en 3D et pour autant, tu sens le blocage que, dans les 2 parties et pas seulement, juste en concept? Bah, sur de la 3D, peindre sur quelque chose qui existe, qui a déjà des lumières, tout ça, c'est vachement plus facile. Je pense que ça aide, même si je suis pas à l'aise du tout encore. Mais peindre dans le vide, ça, Mmh. j'y arrive pas, clairement.
Moi, j'ai toujours été attiré par le dessin plus que la peinture, et c'est quelque chose qui qui est plus instinctif, je dirais. Après, sans doute, j'ai fait 1000 fois plus que la peinture, donc c'est plus facile. Mais, euh, mais clairement, c'est un truc qui me bloque un peu, et des fois, je me dis, je saurais peindre. Cette étape, je pourrais la passer en 2-2. Et, mais là, je peux pas, donc il va falloir que je triche. Mais, euh, mais on fait avec, et puis là, va falloir que je me force à faire des studies ou des trucs comme ça, que ça va être très moche au début, mais j'espère que ça me débloquera. Donc c'est pour toi, en fait, et pour te sentir, plus à l'aise et plus fluide dans ton processus que tu te dis, «C'est intéressant que je le maîtrise et que je sois vachement plus à l'aise», parce qu'aujourd'hui tu sens que ça te freine et même si tu le contournes et que tu t'en es toujours sorti, ça pourrait être un peu plus évident et peut-être un peu moins laborieux sur certaines étapes. Ouais, ça me bloque sur des trucs qui devraient pas me bloquer, quoi. Mais on va forcer, et puis, et puis ça va passer. Mais oui, oui, pour l'instant, ça me bloque. OK, et puis il faut accepter, comme tu le disais, de repartir un peu à zéro, ou en tout cas C'est de ça. refaire des trucs moches quand, tu as quelques années derrière toi et qu'en fait ça fait longtemps que tu as pas autant galéré comme ça, de sentir, au Ouais, step, 0 quoi. c'est ça, de repartir débutant, et voilà. Ouais, ouais, c'est pas simple de se dire, faut que j'apprenne des nouvelles choses, et d'accepter d'être mauvais. Après, je suis convaincu, je serai jamais un peintre ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas l'objectif. Je cherche pas, je vais pas chercher à être un peintre. Je vais juste avoir cet outil qui pourra me débloquer dans certaines situations. Et si j'aime ça et si j'adore ça, ça serait super. Mais on verra. On va bientôt conclure cette partie-là, Ça un peu marche. sur toi et ton style. Juste avant de la terminer, surtout dans la saison 1, on en avait vachement parlé à des Ouais, étudiants, de l'école, et ça reste, tu vois, un peu le nouveau schéma, encore plus en France vu toutes les écoles 3D qu'on a, ouais. et même si tu assumes que moyennement d'être autodidacte et de t'être formé sur internet parce qu'on est dac, c'est plus dans les livres qu'on apprend la 3D mais bien, en ligne. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait pas faire une école parce qu'il a pas les moyens ou il veut pas et il a, en fait, assez de discipline pour apprendre tout seul, pour, je sais pas, au bout de 2 ans, 3 ans, réussir à être pro et pouvoir choper ses premières missions? Quel conseil tu pourrais lui ou elle lui donner? Comment on dit ça? Leur donner. Alors, moi, je sais que le truc qui m'a énormément accéléré et concrétisé ce côté, je peux devenir professionnel et trouver un boulot là-dedans, c'est d'être en contact avec d'autres gens. Moi, je sais qu'au début, j'étais très dans ma bulle. Je regardais, vaguement sur les tout débuts des forums qui mouraient et tout ça, donc il y avait plus grand-chose qui vivait. Là où j'étais en contact avec de la 3D, on va dire. J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Allez, on reprend. Et dès que j'ai commencé, à parler avec des gens qui étaient un peu dans la même situation que moi ou un peu différentes, ça s'est accéléré. Ils m'ont montré plein de choses. J'aurais montré des trucs, j'espère aussi. Mais globalement, ça, d'un coup, dès qu'il y a un contact avec des gens, déjà, on se fait des potes et tout ça, donc c'est déjà cool. Mais surtout, ça te motive, et ça te débloque sur des trucs, bêtes, juste parce qu'on sait pas où c'est, quoi. Et ça te fait, donc ouais, être en contact, rejoindre une communauté, c'est pas très concret de dire comment je rejoins une communauté, mais faut pas vraiment hésiter à aller voir des gens, leur demander des choses, et puis, montrer aussi ce qu'on fait, même si c'est moche. Mm. Ouais, C'est mais très rapidement, se constitue un petit groupe où c'est un espèce de groupe d'entraide où... c'est ça. Ouais. Moi, je sais que c'est super important, ouais, les premiers contacts avec des gens, et puis d'un coup, ouais, ça se concrétise vachement plus, quoi. Qu'on peut en faire un métier, qu'on peut gagner de l'argent et vivre. Mais, ouais, et puis, je pense aussi, moi, un truc qui m'a beaucoup freiné au début, c'est que c'est très complexe la 3D. On sait pas trop qui fait quoi, c'est quoi les métiers dans la 3D. C'est assez nébuleux. Au début, je faisais des créatures, j'imaginais. Enfin, tu le sais qu'il y a des gens qui designent des créatures pour les films et tout ça, mais c'est dur de se dire, c'est un métier que je peux faire.
Et du coup, essayer de tester un peu qu'est-ce que tu aimes bien dans la 3D, c'est quoi que tu arrives bien à faire, c'est quoi tes forces. Donc essayer d'avoir une vision globale de qu'est-ce que je peux faire dans la 3D, et une fois qu'on a un peu cette cible, bon, bah, je vais faire character artist. Là, une fois que tu sais, je pense que la gros du travail a été fait, quoi. Parce que tu peux vraiment cadrer, dire bon bah là faut que j'apprenne à faire des visages, à faire des vêtements, à faire de la topologie, des textures, ce genre de trucs. Et là, c'est très facile d'apprendre ces choses parce qu'il y a plein de sources sur Internet. Je dis pas que c'est facile d'être caractère artiste, hein, du tout, mais, euh, mais une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, c'est vachement plus facile. Bah, ça te fait aussi beaucoup moins de choses à apprendre et c'est des C'est ça. points techniques beaucoup plus spécifiques comme là tu as détaillé, c'est à chaque fois la question elle commence par comment faire? Ouais, Comment faire des habits? Comment faire un visage? Et au début les questions sont en effet très générales et puis progressivement, bah, c'est comment faire, je sais pas, une bouche, plus réaliste et sur le ouais, visage de nouveau on s'attache à des petits points et on rentre encore plus dans ce détail, pour, vraiment maîtriser son art et sa spécialité, quoi. c'est ça. Et ouais, et je pense que trouver c'est quoi qu'on veut faire, c'est pas facile, c'est clair. Et puis il faut pas avoir peur de se dire bon bah je voulais faire de caractère artiste, mais par exemple dans mon cas, j'ai commencé caractère artiste, mais au final c'est pas si tant que ça mon truc. Les visages et les cheveux et les vêtements, non, c'est pas mon truc. Et c'est pas grave, parce que bah, je peux faire autre chose. Ouais, carrément. Et un conseil pour trouver, je sais pas, ta première mission, ton premier job, quand, tu peut-être pas le réseau de certains qui sont en école, où tu te demandes: «Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es pas prêt?» parce que tu as personne qui te dit: «C'est bon, vous avez le niveau, vous avez fait 3 ans d'école, allez-y». Ouais, bah c'est pas simple. Moi, je sais que au tout début, j'ai bossé sur des projets amateurs. Non, c'était pas payé, hein, mais je sais que c'est mon conseiller Pôle Emploi qui me disait bon, fais ça. C'est le seul truc qui est utile de Pôle Emploi que j'ai eu, je pense, que c'était utile quand même de se dire, bah c'est un peu une simulation de ce que c'est le travail. Donc il y a des gens qui parlent de leurs projets de jeux vidéo et tout ça, faut faire une créature. Et bah, tout, tous ceux que j'ai participé ont jamais fini, hein. C'était des projets amateurs, donc c'est très rare que ça se concrétise. Mais j'ai eu ouais, l'échantillon de qu'est-ce que c'est de travailler. Déjà, ça m'a donné le goût que bah, j'aimais ça et que je pouvais peut-être faire ça comme métier. Et ça m'a aussi me dit, bah merde, il y a des gens, ils m'ont pas, je leur ai pas demandé d'argent, ils me donnent de l'argent parce que je fais un travail amateur, donc peut-être que je peux en faire un vrai travail, quoi. Et après, pour le vrai travail, moi je sais que j'avais vachement peur de répondre à des annonces au début, parce que je me sentais pas au niveau ou quoi que ce soit. Je me disais, bah, je sais à peine faire une rotopo, on va me demander de faire une rotopo, je sais pas faire. Donc, bah faut tenter, quoi, parce qu'en fait, pas grand chose à perdre, hein. Un CV, enfin, suffit juste d'envoyer un message que vous avez déjà fait, enfin vous le faites une fois et vous l'envoyez 3 fois. Enfin, c'est, ça coûte pas grand chose de tenter. Au pire, bah ça marche pas, c'est pas très grave et ça vous fait une expérience. Mais ouais, faut tenter. Et en général, on est capable de s'adapter, quoi. C'est pas, moi je sais que je pensais pas pouvoir faire de rotopo et bah au final j'y arrivais, quoi. Mmh mh. Même si j'ai galéré. Euh, et euh, et voilà, quoi. Et puis faut aussi se dire, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens se disent quand ils vont commencer à travailler. Imagine, je confondre un truc que je sais pas. Dans la majorité des travails, bah vous êtes entouré de gens qui savent. Et qu'on peut demander en fait. C'est tout con, mais des fois, il y a plein de gens qui sont prêts à t'aider autour de toi et il faut pas hésiter, quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut oser et demander et Mais pas c'est ça. rester, seul et ce que tu disais, toi, ça avait commencé très tôt dans ton groupe, mais après aussi, en boîte où, tu as osé à chaque fois dire: «Et au fait, tu as l'air toi de bien maîtriser la rotopo, tu voudrais pas me Ah ouais, donner tes petits conseils parce que je galère?» et en c'est général, ça. les gens sont en effet prêts à t'aider, ouais. Ouais, ouais, non, non, faut. Et puis, je sais que des fois, j'ai entendu des étudiants qui étaient très en mode, c'est la concurrence entre les gens, il n'y a pas beaucoup de place, c'est un peu la guerre pour trouver un travail. Mais moi, dans la réalité, enfin, les gens ont toujours été très, très prêts à donner de leur temps et j'ai jamais eu le sentiment que c'était un milieu où on était en concurrence entre travailleurs, alors que techniquement on l'y est, hein, bien sûr,
mais je pense que on s'entraide toujours et ça marche, je pense. Et je pense qu'on y gagne à aider les autres dans ce métier parce que bah ça revient toujours. Carrément. Et puis à l'inverse, tu peux un jour être bloqué et c'est cette même personne que tu as débloqué C'est ça. qui t'aidera donc Ouais, c clairement. c'est rien d'être des chiens. Non, On est dac. clairement. Et tu dirais quoi à tous ceux qui osent pas, montrer leur travail parce que, ils en sont pas fiers, parce que c'est moche, parce que c'est le début, parce qu'ils ont pas encore le niveau rêvé qu'ils auront peut-être jamais, parce qu'on veut toujours être meilleur que ce qu'on est à l'instant T? Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour se débloquer un peu et partager et montrer un peu, ce qu'ils font? Alors je sais que moi j'ai jamais eu trop ce blocage de montrer mon travail même si c'était moche. Ça, moi, OK. ça m'a pas trop. Je connais plein de gens qui ont vraiment ce blocage et dire faut vraiment que ça soit nickel pour que je montre, ou vraiment je montre que à certaines personnes, il faut pas que ça s'étend. Mais faut vraiment se dire que, enfin, déjà, on n'est pas son travail. Enfin, c'est même si notre travail est nul, on n'est pas forcément nul soi-même. Ça, c'est pas parce qu'on critique le travail de quelqu'un qu'on pense que cette personne est une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Donc, faut pas se lier à son travail. Travail, c'est une partie de nous, mais c'est pas nous. Et, euh, et donc, quand on montre notre travail, même si on a des fois on a l'impression de se mettre à nu et ça peut être très embarrassant, mais faut vraiment se dire, c'est quelque chose qu'on a sorti. C'est plus nous, c'est autre chose. Et bah, ça serait bien de pouvoir en sortir des trucs plus cool. Donc, faut le montrer. Et, euh, et voilà, et c'est forcément prendre des critiques, des fois c'est dur. Et des fois même je sais que je connais des gens qui ont vraiment de problème de recevoir des compliments. Et les compliments c'est des fois un peu malaisant parce qu'on se dit ah des gens vous mettent sur un piédestal ou quoi que ce soit alors que non, on travaille, on n'est pas très fier de ce qu'on a fait ou quoi que ce soit. Et bon bah faut faire le tri entre ce qui est utile d'écouter, mais si on vous dit juste par politesse oh, c'est cool, forcément, ça va pas vous apporter grand-chose, mais ça va rien vous enlever. C'est pas un coup, quoi. Mmh C'est mh. juste, bah, il a dit c'est cool, quoi. Donc accepter le positif et le négatif des retours. Je pense, Hem, mais surtout pas ce. J'ai l'impression que les gens, moi, je l'ai pas, hein, ce truc, ce blocage, donc c'est toujours une interprétation. Je veux pas me, j'essaye de me mettre à la place, bien sûr, mais je suis pas à la place. Mais je pense souvent ils sont très attachés à leur travail et ils ont l'impression que le moindre critique ou quoi que ce soit, bah, ça les touche très fort. mmh, Donc, je pense c'est réussir à se détacher de se dire ça c'est mon travail, mais c'est juste mon travail, quoi. C'est pas si important. ouais, c'est pas moi, donc en Donc, réalité, c'est ça. voilà, faut dissocier les 2. Ce n'est pas notre personne, c'est juste ce qu'on a sorti à un instant T et si on veut progresser, surtout si on fait des métiers qui sont visuels, donc si on veut Oui, progresser, il faut tester et voir la réaction des autres et c'est bien en montrant c'est qu'on ça. a les réactions et les retours, en l'occurrence toi, est-ce que tu as fait des tests pour voir si les créatures faisaient peur en les mettant sur des portes ou autres, Non, auprès j'ai de tes pas été aussi proches? créatif. J'ai pas été aussi créatif, mais je pense faut tester parce que des fois moi ça m'arrive beaucoup hein, de trucs que j'aimais pas et finalement c'est des trucs qui m'ont trouvé des travails et Et des fois, on a un peu l'impression que faut vraiment montrer que le meilleur du meilleur de ce qu'on fait. Et en vrai, on se rend compte que les gens répondent à des trucs pas forcément ce qu'on trouve le mieux. Et des fois, des trucs qu'on a fait un peu vite fait, bah, c'est ça qui marche le mieux, et que, ah, bah, en fait, quand je réfléchis pas, que je me prends pas la tête, bah, c'est là que je sors des trucs que les gens aiment bien. Mmh mh. Et ça fait du bien aussi de se dire, bah, j'ai pas besoin de me torturer pour quelque chose ça vient, quoi. Ça peut juste se faire simplement. Et un peu plus simplement pour que, bah, tu puisses le faire, au quotidien et que tu te mettes pas la pression non plus, tous les Oui, jours oui, pour oui. sortir la meilleure créature de ta vie, à chaque projet, quoi. Bah non, non, c'est clair. Et surtout que tu sais jamais. Moi, c'est parce que ces dernières années, on était avec Jason Delos, on a fait des créatures pour l'impression 3D. Donc c'est un truc C'était qu'on a.
C'était ma Vas-y. question. Est-ce que tu avais un masque pour Halloween, imprimé de tes créatures pour faire peur à tout le monde? Non, non, mais moi ça va un peu bizarre, mais je suis pas trop attaché aux objets. Je fais très, ça me va très bien que ça reste sur un écran en fait. C'est cool, hein, mais ça va au bout de 10 heures, ça va me lasser quoi, et je vais passer à autre chose. Donc au final, j'ai fait un business d'impression 3D et, et j'imprime pas grand chose. Même si les premières fois que tu le fais, c'est génial, hein. Y a pas de souci. Donc tu as quand même imprimé certaines de tes créatures, en 3D? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, fallait le faire parce que on savait pas trop ce qu'on faisait, nous. Je sais pas comment il est passé là, mais en vrai, quand j'ai commencé ça avec Jason, donc on s'est dit bon bah on a envie de faire des trucs un peu sur le côté. Tiens, on va se lancer, on va faire un projet un peu plus autre chose que des boulots perso qui sont un peu ont pas de but quoi. C'est juste des fois bon on fait ça parce que j'aime bien le faire. C'est cool aussi hein, mais des fois c'est motivant de se dire il y a un but, et bah, l'impression 3D, moi je connaissais pas du tout. C'était un truc très neuf encore. Maintenant, on en parle vraiment partout. J'ai l'impression que la 3D, maintenant, l'impression 3D, enfin, peut-être parce que j'y baigne dedans, mais j'ai l'impression que c'est très présent maintenant et que presque tout le monde s'achète une imprimante 3D, teste un peu. Beaucoup impriment deux, trois fois et arrêtent. Et d'autres deviennent vraiment addicts à ça et impriment de partout. Mais bah, c'est vraiment différent quand même de voir quelque chose sur un écran. On contrôle un peu tout, quoi. C'est comme entre avoir une photo de quelque chose et cette vraie chose entre les mains, c'est quand même différent parce que quand on prend une photo, on peut choisir la focale, on peut choisir la lumière, on peut choisir plein de choses pour faire que le résultat soit joli. Une photo, c'est différent. Enfin, une photo d'une statue, c'est très différent d'une statue en vrai. Mmh mh. Et est-ce que tu as eu des bonnes surprises de certaines créatures que tu as pu imprimer en te disant: «Waouh, en vrai, limite elle est mieux que l'image que j'en avais»? Et à l'inverse, d'autres où tu avais un peu la déception en se disant: «Non, elle était mieux en numérique» parce qu'en effet, tu avais tout travaillé, la matière, la lumière, le cadrage, c'était un peu «décevant», je mets des gros guillemets, quand c'était, imprimé? Euh, Bah, le problème, c'est que j'en ai pas assez imprimé de moi-même, donc j'ai beaucoup vu en photo, et au final, voir des photos, c'est un peu comme voir des rendus. C'est, il y a plus trop cet effet de réalité, quoi. Mais ouais, clairement, il y a des défauts. J'étais déçu parce que je sais que y a une période où je travaillais tout sans perspective. Donc je sculptais tout sans perspective. Je sais pas trop pourquoi ça m'est arrivé. Au début, ça me perturbait vraiment la passe perspective, et après que je dis ah c'est bien de voir les choses sans perspective. Je sais pas trop pourquoi. Et ben je me suis rendu compte bah, dès qu'on imprime quelque chose, on peut pas ne pas le voir sans perspective. Donc tous mes rendus, je le faisais avec une focale énorme, donc ça aplatissait tout quoi. Ouais. C'était cool vu que je les voyais tout le temps comme ça. Et dès que c'est imprimé, bah non, pas du tout. Quand on voit de face, la tête est énorme, les pattes sont toutes petites, ce genre de choses. Et bah, ça m'a vite. Ça, c'est un truc que. Ça a été vite un rappel. Bah merde, arrête de voir les choses en perspective parce que dans la vraie vie, surtout quand on travaille pour l'impression, tout le monde va les voir en volume, quoi. Et il faut prendre en compte ce point de vue de bah, quand quelque chose est plus près, c'est plus gros. C'est un peu bête à dire, mais mais c'est quand même important. Donc c'était un peu la leçon entre, ton environnement numérique et ton environnement réel. Tu étais Ouais, tombé un peu dans un biais, toi, de confort qui t'allait et pour créer et pour voir, sauf que, en ouais, fonction de la finalité, ça peut être un piège, et tu as pas forcément les bonnes infos par rapport à comment ce sera perçu et vu, quoi. c'est ça. C'est ça d'un coup de le voir en vrai volume, bah oui. Je peux plus avoir je réduire ma focale, enfin augmenter ma focale et d'un coup le cadre, enfin de cet angle, c'est super. Tout, il y a rien qui fait des angles bizarres et d'un coup, bah en vrai, bah je vois que la tête et c'est tout quoi. Je vois plus rien d'autre. Dommage. Ouais, mais je pense que c'est important quand on fait quelque chose, même et qu'on a ce genre de truc qu'on n'a pas pensé, d'un coup le truc est fini et bah merde, il y a ce truc évident que j'aurais dû prendre en compte que j'ai pas pris en compte. Bah c'est juste un rappel pour te dire bah oublie pas, ça existe la perspective. C'est bête hein, mais c'est comme ça et c'est faut faire pour tout quoi. Ouais. Et puis surtout, là, quand tu as pris conscience pour les futurs projets, tu te le remettais Bah un oui. peu
c'est ça. en focus pour, naturellement pas retomber dans ton travers, Bah, mais c'est bien ça. prendre en compte cette perspective. Ah bah, ça m'a soigné, hein, c'est sûr. On a parlé un petit peu de, ton univers, tes sources d'inspiration, de comment tu créais, surtout au tout début avec le dessin. Ouais. Est-ce que ça change si c'est pour des projets pro ou perso? Parce que la différence des fois d'un projet pro, c'est que tu as des contraintes et que, juste peut-être une idée qui, toi, te plaît, va devoir plaire à un peu plus de gens que ta seule personne. Est-ce que ça change quelque chose dans ton processus créatif, dans la manière dont, tu commences ton concept ou derrière tu crées? Bah, ça change, hein, parce que forcément, il faut que le client soit content, direct. Donc, forcément, des fois, un truc qui je pense est important, c'est de bien comprendre ce que le client veut. De pas, parce que des fois, on a un pitch de base et ah, je pourrais faire ça, ça c'est super, mais en fait, ça rentre pas du tout. Donc, essayer de prendre son temps, surtout au début, de se cadrer. Et je trouve des fois, c'est limite facile, enfin, c'est plus facile de démarrer quand on est bien cadré parce que tu as toutes ces conditions à respecter et du coup les possibilités sont vachement plus réduites et dès que les possibilités sont réduites c'est vachement plus facile de faire un truc bien en vrai parce que bah, on n'est plus dans le vide de quelque chose de pas concret quoi. Je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis. Bah, Mais je vais te faire préciser. Comment tu cadres avec un client ou quelles questions tu poses pour toi réduire, le champ? moi je sais que les questions que je pose souvent c'est qu'est-ce que tu veux que les gens pensent quand ils voient la créature? Est-ce que OK. tu veux qu'ils aient peur? Est-ce que tu veux qu'ils soient émerveillés? Est-ce que tu veux que... Et aussi, si ça serait un personnage, quel genre de personnage? Parce que je sais que souvent les gens ont tendance à se dire, surtout pour le film, plus que le jeu, j'ai l'impression. Le film, la créature est vraiment un personnage dans le sens, c'est un outil pour raconter une histoire, donc vraiment, et elle représente quelque chose. Du coup, essayer de vraiment saisir c'est quoi qu'elle représente. Est-ce que tu veux vraiment que ça soit quelque chose qui fasse peur, que ça soit et quel genre de personnage? Est-ce qu'il doit être cupide? Est-ce qu'il doit être souvent on me demande des sales bêtes, hein, donc est-ce qu'il doit être vicieux plus que gentil? Mais ouais, et ça aide vachement de se dire bon bah si c'est un personnage, est-ce que c'est plus Dark Vador ou bien Dark Sidious? C'est tout con, hein, mais ça change vachement à quoi va ressembler la bestiole. Mmh mh. Donc tu as un espèce de cahier des charges avec des émotions, des adjectifs et après des espèces de égales pour le relier à des, Mm, personnages, ou créatures que vous avez tous les 2 dans votre imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire collectif et qui c'est du ça. coup donne un peu cette forme globale, et ce patchwork un peu comme un mood board, je sais pas pour, Ouais, d'autres styles de création et qui du coup te donne des références et qui centre, le projet, quoi. ouais, c'est ça. Et puis aussi toujours qu'est-ce qu'elle doit faire quoi. Euh, pour les jeux vidéo, on fonctionne avec quelque chose quand même très fonctionnel. Euh, il faut qu'on comprenne tout de suite qu'est-ce que va faire cette bestiole, comment on va l'affronter, parce que souvent les monstres on les affronte, hein, comment on va les tuer. Donc c'est quoi ses points faibles, ce genre de choses. Et pour un film, est-ce qu'il y a des scènes clés où bah, la bestiole, je sais pas moi, elle attrape. Est-ce qu'elle peut saisir quelque chose? Est-ce qu'elle peut manipuler des objets? Est-ce qu'elle peut ouvrir des portes? Enfin, c'est tout bête, mais c'est quoi les scènes où elle va être? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Donc Oui, avoir le max d'infos, quoi. C'est pour qu'elle puisse important. remplir toutes les fonctions, qui lui vont lui être données pendant un film et qu'elle se retrouve pas, en effet sans pince ou sans griffe si elle doit attraper, le personnage principal. Ce serait un petit peu Ah dommage. ouais, parce que sinon, bah, on est bloqué, quoi. Euh, c'est dommage de faire un gros travail de design et puis de se dire, bah, ça remplit pas du tout ce qu'on doit besoin qu'elle fasse, quoi. À ce moment-là, est-ce que tu as aussi des rêves sur, l'environnement pour te donner un petit peu un style global et un contexte? Ou, ça fait aussi partie des questions de cadrage que tu as et qui sont peut-être encore un peu nébuleux, mais qui te donnent déjà quelques infos, Ah oui, je pense que c'est très important de savoir bah, où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, et aussi, je pense que c'est quelque chose est-ce que c'est quelque chose de naturel ou de... Parce en monstre, on fait beaucoup de trucs qui sont un peu de la magie, un peu de la fantaisie, et donc est-ce que ça doit fonctionner en tant qu'animal ou est-ce que ça doit fonctionner en tant que monstre plus? OK. Donc est-ce que c'est des mutations, est-ce que ce genre de truc, c'est important de savoir l'origine un peu. Et bien après, forcément dans un brief,
des fois c'est juste on veut une créature qui fait ça et tout le reste on s'en fout, c'est toi qui décides. Donc là c'est cool et en même temps des fois c'est un peu chiant parce qu'on a envie que faut juste que ça soit effrayant, des fois c'est un peu large comme comme volonté, mais plus c'est cadré, plus c'est simple, on va dire. Et OK, plus et donc le après ça client te sera paraît après ça te paraît simple quand tu as ton mood board de créer ta créature, tu as jamais une panne d'inspiration ou oh non, je dis c'est simple, mais des fois c'est très chiant. Des fois ça marche pas, des fois ça veut pas. Je sais que, puis des fois même quelque chose spécifique que demande le client. Juste, je sais qu'on m'a demandé de faire un dragon avec une tête de chien. Et les têtes de chien un peu, je sais jamais les noms, mais ceux qui ont vraiment une tête bombée, une tête qui pend, le museau qui pend très très en bas. Mmh. Et c'est très spécifique. Mais c'est juste à chaque fois, ça avait l'air un peu, ce côté un peu menaçant et tout ça disparaissait avec ce nez qui pendait. Et du coup, ça me bloquait de ouf. C'était et pourtant, je savais très bien que le client il veut ça et je peux pas trop m'écarter. J'essaye de gruger des fois, mais il va falloir trouver une solution, quoi. Et c'était quoi la solution dans ce cas-là? C'était plein de tout petits mouvements, de trucs qui un centimètre comme ça, un centimètre comme ça. C'est comment on oriente les yeux, et puis aussi faut diviser des formes pour qu'elles prennent moins, elles attirent moins l'attention, ce genre de choses. Essayer de les casser. C'est un peu plus, c'est beaucoup d'échecs, et puis des fois, c'est mieux, mais il y a ça qui va pas, donc on réessaye, et à force, et ça se débloque, mais des fois, faut forcer, hein. Et tu Mais avais non, pas clairement, des fois, ça bloque, hein, je dis c'est simple, mais non, des fois, ça bloque. et tu avais d'autres contraintes à fusionner un dragon et avec cette tête de chien? Ah, il y en avait plein, hein, je vais pas entrer dans les détails, forcément, mais il y en avait plein, et mais c'était ça qui me posait problème, c'était vraiment ce nez qui pend, enfin, cette espèce d'arrondi sur le museau que le client voulait. Et du coup, c'est un casse-tête, quoi. Mais et à chaque fois que je montrais à des potes ou d'autres artistes, ils me disaient, bah, c'est cool, mais ce nez qui pend, il est chiant. Des droits, ça serait mieux, mais ouais, mais ça, je peux pas, quoi. Et quand tu bloques, malgré, tu vois, le cadrage, c'est quoi la solution? Multiplier les croquis et se dire, dans le lot, il y a quelque Mm. chose qui va sortir, prendre un break, prendre l'air et faire un autre projet ou faire un projet perso pour, en fait, switcher de mode et quand tu reviens dessus, c'est plus évident, qu'est-ce que tu fais dans ces cas? Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est surtout si je suis en une phase 3D quand même assez avancée, mais je sens qu'il y a un truc qui bloque, qui va pas. C'est, je prends des screenshots et je les mets sur Photoshop et je redessine par-dessus, quoi. Et, euh, et d'un coup, il y a moins ce blocage de on modifie quelque chose. C'est plus libre et des fois ça a tendance à débloquer. Pas toujours, mais en général ça marche. Mmh, Et c'est ma manière un peu, quand je suis coincé, de faire des allers-retours, pas hésiter à revenir en arrière simplement en fait. Dans les... OK. Et y compris toi, avec, ces allers-retours entre dessin 3D, tu réintègres du dessin, dans cette phase-là pour, un peu te débloquer C'est ça. et gagner en itération, quoi? Ouais, plus qu'en itération, c'est vraiment, ça me fait d'un coup ne plus manipuler la chose de la même façon. Donc je pense que bah, c'est juste changer l'approche et ça marche mieux quoi. Question ultra large, d'après toi, comment on peut travailler sa créativité et avoir de nouvelles idées et jamais avoir cette panne d'inspiration? Bah, je pense, faut regarder plein de choses en fait. Faut consommer, hein, faut consommer, c'est un peu un mauvais mot, mais faut essayer de pas forcément se laisser dans sa boucle et essayer d'aller voir autre chose, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc moi, forcément en créature, c'est beaucoup de documentaires d'animaliers, de photos d'animaux, de trucs, mais pas que quoi, parce que je sais que pendant une période, je me cadrais que sur des références animales. Et ben, d'un coup, je me suis rendu compte, bah, cet avion, pour faire une forme d'aile, bah, en vrai, un avion, ça peut être aussi débloqué, quoi. Et pas essayer de pas se cadrer trop dans les sources d'inspiration. Ça peut aller vraiment des trucs très divers, quoi. Des trucs très visuels, mais ça peut être aussi des bouquins, des trucs comme ça. Mais ouais, je sais qu'il y a un truc qui m'a pas mal
ouvert des inspirations, c'est de regarder des véhicules en fait. Ah ouais? Ouais, c'est un peu bête, mais beaucoup de trucs militaires et trucs comme ça. Donc beaucoup d'avions en fait, parce que ça a des formes très fonctionnelles, Ouais. mais pas naturelles quoi. Et d'un coup, bah en fait, forme d'aile d'oiseau, bah forcément c'est toujours un peu pareil, même si, enfin je les connais surtout quoi. Je commence à être habitué à mes formes d'aile d'oiseau. Et d'un coup, bah t'as des avions, bah, ils s'en foutent des oiseaux, ils font leur forme qu'ils veulent, qu'ils ont étudiées et qui sont des choses pas designées pour être jolies quoi, c'est vraiment des formes fonctionnelles. Et C'est d'un clair. coup, bah ça ouvre des portes quoi. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur, peut-être les équipements militaires que tu as détournés en plus des ailes, qui pareil, tu avais trouvé ça malin et quelque part ça te sortait de tes références animalières que tu voyais, la plupart du temps? Ouais, bah c'est beaucoup des silhouettes, hein, c'est pas. Les ailes, je pense, c'est le truc, parce que c'est une grosse silhouette en fait, une aile, il y a plein de. Mais c'est plein de petites choses. Pour les trucs militaires, c'est beaucoup les avions parce que les ailes, hein, et j'ai fait beaucoup de trucs volants. J'aime bien, c'est un truc même pour moi, j'aime bien faire, me dire, cette bestiole volante, ça serait drôle, comment est-ce qu'elle peut voler? Comment on peut changer le postulat de base d'un oiseau et essayer de trouver d'autres trucs, d'autres solutions. Mais et il y en a plein, hein. Mais même autre que militaire, hein, ça peut être des voitures, des trucs comme ça, et je vais se dire, bah merde, les tuneurs, quand ils mettent plein de petits ailerons, bah c'est cool, je vais essayer de mettre plein de petits ailerons sur ma bestiale. C'est tout bête, et surtout se rendre compte, bah, je sais pas, une voiture, la hauteur des roues, enfin, par rapport à la route, ça change tout, et de se dire, bah en vrai, ma créature aussi, la longueur des pattes, ça peut tout changer, et de se dire, ah bah ouais, c'est des petits changements qui peuvent être un peu, on pense pas forcément, bah change vachement l'attitude, l'impression que fait cette créature, quoi. De la même manière que un tuner, il va rendre plus agressif sa voiture en, je sais pas, en la rabaissant, en Mmh mettant mh. des ailerons, des trucs bêtes, hein. Mais, euh, mais en fait, on peut facilement le transposer sur les créatures. Mmh. Mais c'est en observant justement des choses qui, a priori, ont pas, de caractéristiques communes que tu te dis et que ça te donne des idées en disant: «Et si je lui rallongeais pas ça parce qu'un avion, c'est plus agressif, il a cet énorme nez, mon oiseau, il va fendre l'air, si je lui mets un énorme nez». Idem pour le côté, vachement plus près du sol. Je pense, oui, aux voitures de tuning, mais aussi, les Ferrari où ils ont Ouais, cet ouais, ouais, énorme nez qui, quasiment, lèche le bitume, c'est ça, c'est qui va aussi racler vachement partout. agressif, quoi. Du coup, regarder vachement de refs et pas hésiter à regarder des refs qui peuvent être totalement random, mais dès qu'on va s'y intéresser et regarder de près, ça peut être des déblocages pour, mécaniquement soit saisir des choses, soit en termes de forme se dire: «Ce truc-là est intéressant, je peux le tester, le transposer». Si je Mais synthétise. ouais, ce que j'ai pensé, j'ai retrouvé, c'est bon. Euh, c'est que en fait, du design de créature, même si c'est un truc vivant, on a tendance, je sais que je pense inconsciemment, on a tendance à le séparer un peu de règles de design pour les bâtiments ou pour des véhicules, alors qu'en vrai, bah du design c'est du design et les règles sont les mêmes en fait. Même si bon, il y a chacun a sa spécificité, surtout sur le côté fonctionnel et comment ça va être utilisé, mais pour que quelque chose soit marquant et tout ça, bah c'est la même chose en fait. Et du design de bâtiment, tu peux en apprendre plein de choses que tu vas appliquer pour du design de créature en fait. OK. Bon, bah, vous avez compris, inspirez-vous de partout et on met pas d'œillères, au contraire, on regarde, toutes les refs, y C'est compris ça. quand c'est pas dans notre champ, proche, il y a beaucoup de choses à en tirer, surtout si on arrive, en fait, à les intégrer et c'est là où ça commence à être malin. C'est-à-dire Bah c'est ça. qu'un truc qui est éloigné, si tu arrives à en tirer un tout petit peu, quand la plupart des gens le font pas, ça peut être ça, hein, l'idée qui fait que tu as un petit twist et que ça donne un plus, ouais. Ouais, et puis ça peut te renouveler. Moi, je sais que les bagnoles, par exemple, c'est un truc que je m'en fous de ouf. Mais, d'un coup, de comprendre, de m'intéresser un peu au design de bagnole, bah, c'est bête, mais ça m'a débloqué sur plein de trucs, quoi. Alors que c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de base, quoi. On va parler de ton workflow maintenant, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. On a entendu qu'il y avait du ZBrush, ZBrush, ZBrush. Ouais, Tu me moi, disais en off que tu avais un workflow assez simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors ça dépend forcément toujours c'est quoi la tâche, mais en général quand je fais un design, on me dit bon fais cette créature. Moi souvent je commence en croquis, donc je me fais une grosse page et bon faut que je me force à en faire, je sais pas, 15. Et je me dis bon là 15, j'en prends les meilleurs, hop je fais des versionning on va dire. Je les prends je sais pas, les 4 meilleurs, et faut que je fasse 3 versions des 4 meilleurs. Et après ça je vais présenter au client pour déjà avoir un peu une piste. Me Ok. forcer. Donc au début c'est très 2D, mais c'est pas quelque chose. Même les tout premiers, pour moi, ils sont vraiment juste pour moi, quoi. C'est vraiment, ils sont tout crado. Limite, on comprend pas vraiment ce qu'on voit, mais pour moi, je vois ce que je veux voir, quoi. Mais ça m'aide, quoi. Et donc au début, ouais, très 2D, très croquis. Donc vraiment pas un truc fini. Je cherche pas juste un point de départ, quoi. Et quand je sens que j'ai assez, que le client comprend la piste que je veux prendre, quoi, et d'accord, là je vais partir en 3D, donc ça va être donc 3D très simple, hein, juste du sculpte très libre, donc je m'en fous que les choses aient. C'est du Dynamesh, enfin si vous connaissez ZBrush, c'est du Dynamesh tout crado avec plein de trucs pas beaux, mais la forme est là et tout de suite on peut un peu concrétiser. Des fois, ça m'arrive de prendre ce blocking un peu très simple en 3D et de redessiner par-dessus pour concrétiser. Et des fois, ça, je vais le montrer à un client. Souvent, le truc en 3D très pas beau, je le montre pas parce que beaucoup de clients, en fait, ils sont pas artistes 3D. Et ils sont pas quelque chose qui est un peu caca en 3D. Ils vont pas forcément comprendre pourquoi enfin, c'est juste une forme que je veux montrer. Mais des fois, ils vont essayer de prendre de la couleur, prendre des trucs alors que je veux juste montrer une forme. Mm, mm, mm. Donc en général, il faut faire une petite passe qui va faire un peu. Il va m'aider moi déjà à concrétiser plein de choses, mais aussi à rendre ça clair pour un client, quelqu'un qui est pas forcément un sculpteur. Mais à cette Et étape-là, ton but, c'est de transcrire ton dessin pour avoir une forme basique et ouais, la valider en 3D, et dans certains cas, tu arrives à la montrer, mais des fois, tu la gardes juste pour toi. c'est ça. En général, hein, je la garde pour moi et je redessine par-dessus pour montrer des couleurs, pour montrer des matières, mais très simple, hein, très très. Faut que ça soit rapide. Et là, après, si c'est validé ou s'il y a des trucs à changer, là, je vais passer plus en 3D. Donc, vraiment faire un sculpte en 3D qui est quand même pas mal poussé avec montrer comment ça bouge, comment les choses marchent. Donc là, c'est vraiment plus concret. Et là, je peux montrer la 3D, donc il n'y a pas de problème parce qu'elle est suffisamment jolie et ressemble au produit final, quoi. Euh, Et là, tu as déjà des textures ou ça reste de nouveau, que le sculpte? des fois, j'ai un peu de paint, donc c'est pas des vraies textures, hein, mais c'est. Et des fois des matières, par exemple, les yeux, en général, on va les faire plus brillants ou des trucs comme ça parce que on comprend tout de suite c'est un œil, quoi, simplement. Euh, donc il y a quand même des très vagues de matière et un peu de couleur, mais moi je suis plus quelqu'un du sculpte que de la couleur, clairement. Même si c'est important. Moi c'est plus là que je pense que je suis efficace. Donc j'ai montré quand même quelque chose de très. C'est très beaucoup la forme quoi, que je vais montrer plus que la couleur. Mais il y a déjà une piste quand même parce que bon, faut quand même comprendre et puis quand même c'est quand même important, on va dire. Et après je vais faire des rendus quoi, simplement faire des rendus et après repeindre par-dessus, enfin dessiner par-dessus, remettre des textures, mettre des trucs, donc beaucoup de photobâches, de trucs comme ça. Et après en général c'est fini, hein. Donc jamais tu rebascules sur, un Maya, 3ds Max, ou tu passes Non, pas non plus par un Substance Painter, Mari ou je ne sais quoi? il y a peut-être si j'ai des projets où je sais que je vais utiliser énormément quelque chose, je sais que j'ai envie un peu plus d'utiliser Blender, donc avoir des trucs avec des textures quand même. Mais en général, moi, je brute force un peu plus, c'est-à-dire que je sors, ça a quasiment pas de couleur, mais dans Photoshop, là, je vais lui donner les couleurs des matières, etc. Mais en général, sur le modèle 3D en vrai, c'est juste un sculpte, quoi. OK. Mais du coup, ça valide le modèle 3D qui derrière, si c'est en production pour un jeu ou pour un film, sera, texturé par quelqu'un d'autre? Quelqu'un va faire la retopologie, va faire
va faire les textures en fonction de ce que j'ai donné, mais va forcément apporter un peu sa touche. Et oui, oui, moi je skip toutes les étapes là, qui sont vraiment des problèmes de production, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, toi, tu t'arrêtes vraiment au sculpte et ton but, c'est de valider, la sculpture de la créature, d'où, Ouais. à chaque fois les toutes petites infos que tu mets de matière, mais c'est Mm. juste pour que le client soit pas perdu et qu'il se représente un peu mieux ce que ça pourra donner, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment une indication de comment ça devrait être au final. Mais sur le sculpte en soi, sur le fichier 3D que je leur envoie, ils ont la forme, quoi. Ils ont pas forcément les petites textures et tout ça. Et ça, ce sera un autre artiste qui devra le finir si c'est validé et si ça passe en Mmh production, mh. quoi. Tu travailles un petit peu aussi avec la lumière pour, valider avec le client les formes ou pour toi, être sûr que ça fonctionne sous tous les angles, ou pas du tout? Bah, moi, je sais que, surtout quand je sculpte, c'est important. Moi, je sais que ZBrush, il a pas tendance à représenter la lumière normalement. Il a sa manière de vraiment visualise très bien les détails, ce genre de choses. Mais en vrai, bah, quand elles sont rendues dans un autre truc, dans un autre logiciel ou même imprimées en 3D ou faites en vrai, quoi, bah, ça fonctionne plus pareil. Donc, pour moi, c'est important je sais que je fais beaucoup de rendus de mes sculptures juste pour moi, juste pour me visualiser. Ah bah, ces détails-là, en fait, ils se voient pas. Ou bien, bah, tout cet endroit, il est toujours reclus, enfin, il est toujours dans l'ombre, donc au final, on le voit pas, donc ça sert pas à grand chose. Ce genre de choses. Donc c'est quand même important de sortir de ZBrush, pas un peu, essayer de comprendre un peu plus, puis de rafraîchir l'œil, quoi. Moi, je sais que je t'envoie ça dans mon logiciel de rendu et bah, tout de suite, oh merde, ça marche pas du tout. Ah, ça c'est intéressant, faut le pousser un peu plus. Ce genre de choses. Et je pense aussi à un truc qui est très important par contre, c'est de mettre en pause sa créature. Parce que quand on sculpte la créature, souvent elle est en typose ou quoi que ce soit, enfin elle est très figée. Et bah, cette créature elle va devoir faire plein de choses et dès qu'on la met en mouvement, on peut se rendre compte de plein de choses, quoi. Oh, les pattes sont trop courtes, oh, quand la bouche se ferme, et ça emboîte pas très bien, ce genre de choses. Donc, essayer de la mettre en situation un peu, même si c'est un peu une simulation de situation, on va dire. Mmh mh. Mais, et même pour le client, il adore parce que il peut voir, ah bah elle peut faire ça. Je peux en faire plein de choses, quoi, de ma créature. Et puis, ça valide aussi un peu tout le design de la créature. C'est-à-dire qu'elle peut être sexy, je sais pas, juste quand elle a 4 pattes, mais en réalité, quand elle est en position offensive ou, je sais pas, elle lève les 2 pattes avant et elle ouvre la gueule, si là, elle est pas du tout effrayante, c'est C'est ça. dommage, mais mais cette pose-là sera pas validée alors que c'est peut-être Ouais, l'une des fonctions et le moment, ouais, clé que, momentum que le client, veut et verra dans le film et qui il est ouais. censé quand même la valider cette, créature, quoi. Bah, je sais que souvent, surtout pour ce qui est film, bah, c'est important de faire une simulation de la scène un peu clé que le réalisateur a en tête ou autre pour vraiment valider la créature. Je pense Mmh que mh. c'est une étape qui est un peu primordiale. Et ça te plaît? De mettre en position, Ah bah oui, je pense que c'est le moment un peu le plus fun parce que bah, tu concrétises tout ce que tu as fait, quoi, et d'un coup t'as un peu, ah ça marche, quoi. Quand ça marche pas, c'est pas cool, hein, mais mais quand ça marche, c'est vraiment sympa parce qu'on se dit, j'ai bien pensé mon truc, et, et souvent moi je sais que ça m'amuse beaucoup d'imaginer un peu ce qu'elle peut faire, la bestiole, de pas avoir un truc qui est fixe. Je pense que c'est vachement marrant de voir comment la bouche peut s'ouvrir, comment les pattes se déplient. Moi je sais quand j'ai une période en ce moment où j'ai beaucoup de créatures qui se replient sur elles-mêmes et qui se déplient, donc il y a un côté un peu Transformers entre gros guillemets, mais que j'aime beaucoup, et ça c'est sur un truc figé, on le voit pas en fait. On peut pas le comprendre, donc faut expliquer, faut voir. Bestiole pour être aérodynamique, elle replie ses pattes comme ça, ou je sais pas quoi, plein de trucs un peu marrants. mmh. Et c'est marrant à imaginer en fait. Mais entre, en plus, l'imaginer et le voir, il y a de nouveau un gap et tu as beau l'imaginer, te dire: «Ça va faire partie de ses fonctions et je l'ai pensé pour ça». Quand tu l'animes et que vraiment tu le vois sous tes yeux, et elle reste dans cette position, qui où il y a vraiment une forme et il y a une silhouette qui se dégage, ouais, ça doit être assez kiffant en mode: «Bah Ah voilà! ouais. Voilà, c'est ça que je voulais faire». Ah ouais. Ouais, et puis forcément, quand on le conçoit dans le mécanisme un peu, il y a un côté un peu
c'est très très simplifié, hein, mais de designer les mécanismes, comment ça fonctionne, comment les choses se replient, comment les choses se déplient, comment les choses bougent, hein, souvent. De toute façon, c'est toujours la mécanique du corps, quoi, simplement, comment elle marche. Et c'est marrant, et puis aussi voir des trucs tout bêtes, hein, comment elle mange, comment elle boit. Je sais que pour une période, elle fait des bestioles avec des grosses cornes, mais tu te rends compte, bah, elle peut pas brouter cette bestiole parce que si tu penches la tête, tes cornes elles touchent le sol avant que la bouche touche le sol et ça marche pas, quoi. Donc faut essayer de trouver des solutions, des trucs comme ça. Et là, ça devient un peu marrant, quoi. Ou ça mange des choses qui sont en hauteur, en effet, pour pas avoir à C'est baisser ça. la tête, ouais. Ouais, mais genre, c'est parce que tu vois des photos de girafes quand elles boivent, bah, tu vois, elles écartent les pattes Mmh. de ouf, elles se penchent, et tu te dis, bah, ouais, c'est marrant parce qu'il faut y penser, et de se dire que si tu lui rajoutes un tout petit peu les pattes, elle peut plus rien faire, la girafe, elle est un peu à sa limite, quoi. Ouais, totalement. Et elle travaille sa souplesse, en effet, tous les jours pour juste, Juste atteindre la voir, surface du sol. ouais, ouais. Mais je pense, oui, c'est quelque chose de, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'amuse, parce que, enfin, c'est pas très long à imaginer tous ces trucs, et souvent les étapes chiantes d'un travail, c'est toujours les étapes qui prennent du temps et qui sont un peu répétitives. Et ça, c'est vraiment pas répétitif et c'est super fun, quoi. À propos justement d'étapes répétitives, est-ce que tu travailles sur améliorer ton workflow? Est-ce qu'il y a des étapes que tu as envie de squeezer? À l'inverse, est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles tu as envie de passer plus de temps? Est-ce qu'il y a des logiciels que tu as envie de tester? Comment tu le vois un peu évoluer, ces prochains mois ou ces prochaines années? Bah, ouais, moi, il y a clairement des étapes que j'aimerais bien un peu réduire, où c'est souvent tous les côtés un peu plus techniques, hein. Moi, je sais que en étant caractère artiste au début, bah, j'ai vraiment, je migre du côté concept parce que c'est là que je fais moins les trucs que j'aime pas, quoi. Simplement tout ce qui est retopo et tout ça, retopo UV, tout ça. Déjà, je pense que j'étais pas très bon, et mais aussi parce que j'aimais pas trop ça, quoi. Donc ce côté un peu trop technique me plaît moins, mais en même temps, même dans le sculpting, il y a des côtés un peu, je sais que j'aime bien, mais en même temps qui prennent trop de temps, quoi. Je sais que j'ai beaucoup fait d'écailles, donc j'ai fait beaucoup de dragons, de bestioles comme ça, et c'est quelque chose au début que je savais pas trop comment approcher les écailles, comment les rendre bien, et j'ai trouvé mes trucs, mais ils sont juste des fois un peu trop longs. Mais en même temps, j'aime beaucoup ça, mais en même temps, c'est très long, donc moi, je sais que là où j'ai envie un peu plus vu que j'ai envie d'évoluer plus, enfin, j'en fais du concept, mais en faire encore plus, et du concept être des fois un peu plus rapide. Donc, essayer peut-être d'utiliser moins le sculpt vraiment comme une base, parce que ça, j'ai pas envie d'abandonner du tout la 3D, hein, mais vraiment l'utiliser plus comme une base et des fois me sentir un peu plus libre de juste dessiner un truc par-dessus et me dire c'est bon, le client il comprend complètement ce que c'est, et de pas avoir à le sculpter, quoi. Mmh mh. OK. Donc te rapprocher un peu plus du côté 2D ou de nouveau intégrer un peu plus de dessin même dans ta partie, 3D, Ouais, surtout sur la partie finale, on va dire. Euh, je pense que ça peut me faire gagner beaucoup de temps et en même temps ouais, rendre le client plus content, rendre plus content, donc que tout le monde y gagne, quoi. Mais bref, pour l'instant, il faut que je comble mes faiblesses, quoi. Je pense que tu as à moitié déjà répondu rien qu'en disant ça, mais comment tu progresses aujourd'hui? De ce que je comprends, là, tu as des points de focus où tu te dis: «Je suis pas très bon là-dessus et ce serait pas mal que je m'améliore». Mais comment tu fais? De nouveau, tu remontes une communauté et tu parles à des gens qui sont meilleurs que toi là-dessus? Tu t'auto-formes, tout seul? Comment on progresse quand on a été autodidacte et en même temps aujourd'hui, tu es assez bon dans ce que tu fais et tu pourrais juste rester dans ton espèce de zone de confort en mode, «C'est bon les gars, je maîtrise, je sais faire des créatures, basta, laissez-moi laissez-moi tranquille». Ouais, je pense quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose que tu aimerais bien savoir faire, bah faut pas hésiter à demander, hein. Ça, au moins, enfin, des fois, c'est des gens qui sont pas forcément accessibles ou quoi que ce soit, mais regardez comment ils font, hein. Essayer de comprendre comment ils font et se dire, bah, je peux faire pareil en vrai. Et puis, bah, pas hésiter à demander, et puis regarder toutes les ressources qu'il y a sur Internet possibles, hein. C'est dommage de se faire bloquer par quelque chose qu'on peut finalement apprendre assez vite, en fait. Mmh mh. Est-ce que on va conclure l'épisode là-dessus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui voudraient être,
créatures artistes, comme toi, mais qui ne le sont pas encore et peut-être qui galèrent, voire, qui doutent en se disant, que c'est peut-être un peu compliqué ou qu'il y a pas beaucoup de place et très peu de lieux, Bah, déjà, le premier, hein, c'est un peu j'ai l'impression le conseil pour quasiment tous les métiers créatifs, c'est de le faire déjà. Parce que moi, je sais qu'on m'a déjà dit, je veux faire des créatures et je regarde ce qu'ils ont fait, ils ont pas de créatures en fait dans leur, ils ont que des personnages et je me dis bah, si tu veux faire des créatures, faire des créatures. Si tu peux pas avoir quelque chose, enfin trouver un boulot dans quelque chose que t'as jamais fait, ça marchera pas. Donc faut le faire déjà. Et puis en plus, ça peut savoir si tu l'as jamais fait mais que tu as envie de le faire. En vrai, tu sais pas si tu veux le faire. Et bah, faut pas avoir peur. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, il n'y a pas énormément de place, c'est sûr, mais il y en a. Et il n'y a pas de raison je sais pas trop comment dire, mais mais il y a de la place. Il y en a, il y a des besoins. Et puis même si c'est pas le truc principal que vous ferez, bah, au moins tu le feras quand même. Donc il faut le faire, faut le faire, et plonger dans le truc que tu aimes, quoi, simplement. ouais, pour le pratiquer, l'éprouver et être sûr que ça te plaît sur le long terme et que c'est Ouais, pas juste une espèce de lubie, et puis l'éprouver quoi, ça comme compte tu les le jours. disais en pratiquant, à fond. C'est ça. Ouais, moi, je sais que pendant une période, je me disais, bah, j'ai envie de faire de la musique et j'ai essayé et c'était pas pour moi et c'est pas grave. Et du coup, tu écoutes la musique des autres et c'est très bien C'est aussi. ça, voilà, oui. Ah, c'est pas plus mal, hein, mais entre ce qu'on projette dans notre tête et ce qui est vraiment, c'est quand même différent. Et le meilleur moyen de trouver un boulot dans le domaine, bah, c'est de le faire déjà de ce côté. Mmh mh. Et pour toi, ce serait essentiel aussi de maîtriser le dessin ou ça a été toi, ta manière, tu vois, d'explorer, mais en réalité, on peut être un bon créature artiste sans, maîtriser, être bon en dessin? Le dessin, moi, je pense pas que c'est essentiel. Après, ça dépend ce qu'on s'en dire, c'est quoi le dessin. Je pense que c'est bien de pouvoir faire des croquis. Je pense que c'est quand même assez essentiel de pouvoir quand même, ça va débloquer sur plein de choses, quoi, de pouvoir faire des petits traits. Après, c'est pas obligé d'être des beaux dessins. Moi, je me considère pas comme un bon dessinateur. J'ai l'impression d'être bloqué à l'étape du sketch, quoi. Et je pense que juste le sketch, ça suffit, en fait. Donc, je pense que c'est quand même bien de savoir un peu dessiner, mais pas obligé d'avoir des super notions de perspective ou de ce genre de choses, de rendu, de faire des belles ombres et tout ça, on s'en fout, en vrai. Mais assez pour explorer et te débloquer, c'est ce que tu dis, C'est ça, ouais. Juste l'essentiel pour pouvoir juste me dire, bah, je fais un trait par-dessus ma 3D et ah, ça change le truc. Ou juste, bah, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais faire un peu des silhouettes. Et ça, je pense que on n'a pas besoin d'être un bon dessinateur pour le faire, je pense. non, non, pour autant l'exercice des silhouettes reste dur et Ah oui, non, bien sûr, hein. Je dis pas que vous allez faire une belle silhouette, mais ça va aider à débloquer. Et je pense même des fois, c'est un peu différent. C'est un autre talent que du dessin, quoi. mmh mh. Vous pouvez être un super dessinateur qui dessine super photoréaliste et tout ça, et ça sera peut-être dur de faire des belles silhouettes de créatures qui n'existent pas. C'est possible. Mais en même temps, moi, je suis incapable de faire des beaux dessins, mais faire des petites silhouettes, bah, j'y arrive, quoi. Donc s'améliorer un sketch sur, ce qui peut aider pour, imaginer et designer des créatures, mais pas se mettre la pression sur, devenir le meilleur dessinateur du monde, Non, ça servira pas forcément. En tout cas, là, dans ce que tu pourras en tirer pour créer des créatures, il y a d'autres habilités à développer, comme, ces silhouettes ou très rapidement, avec quelques traits, croquer sur un modèle 3D pour l'emmener un peu plus loin et être un peu critique sur son travail, quoi. c'est ça, c'est ça. Je pense surtout, un concept artiste, c'est pas obligé d'être un illustrateur, quoi. Ça, je pense que c'est important de se le dire. Vous n'allez pas faire forcément, enfin, c'est pas obligé de faire des belles illustrations. On peut, hein. Il y a des très bons illustrateurs, mais et qui sont très bons concept artistes, mais c'est pas du tout nécessaire, quoi. Cool. Bah, écoute, on va conclure l'épisode là-dessus. Ça ferait un bon conseil pour tous ceux qui peuvent un petit peu, douter ou culpabiliser de pas être des oufs en dessin, juste, Bon. maîtriser ce qu'il faut pour, bah, pour vous éclater et avoir de nouvelles idées parce que je trouve que tu l'as très bien développé en toile de fond,
Toi, le dessin, c'était à chaque fois une espèce de rebond et ça te permettait à chaque fois de revenir un peu plus fort avec de nouvelles idées dans ta 3D. Donc, c'est que un plus, c'est pas du tout un moins, quoi. Ouais. Vu que tu es chaud, je vais te laisser conclure l'épisode avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ce que tu veux qu'on tire de cet épisode ou un conseil qu'on a pu te donner, que tu as aussi envie de transmettre, ou juste toi, le conseil que tu donnerais à des étudiants ou des gens qui sont créatures artistes mais qui s'éclatent peut-être pas assez dans leur boulot. Tu es très très libre, je t'ai donné juste plein de pistes, tu choisis celle que tu préfères. Plus c'est libre, plus c'est dur, mais je dirais si vous aimez les créatures et que c'est quelque chose qui vous tente de faire, bah, je pense que le plus important c'est de se lancer, même s'il n'y a pas de finalité concrète. Je pense juste essayer et puis se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que bah, ça peut aller plus loin, quoi. Et se lancer, de pas attendre et d'avoir d'appréhension, juste bah on y va. Et puis pas hésiter à demander des conseils à des gens. Même les artistes, vous avez l'impression qu'ils sont trop forts et c'est des dieux. Bah en fait, vous leur demandez des questions et ils vous répondent. Et c'est des gens normaux, quoi. Donc faut pas avoir peur, faut y aller, quoi. Allez, bah, foncez et puis ouais, laissez vos peurs derrière vous, elles vous rattraperont pas si vous courez assez vite. Après c'est normal hein, de toujours avoir ces peurs, elles sont là et elles se partiront pas forcément, mais il faut le faire quand même. Entendu. À propos d'entendre d'ailleurs, qui t'aimerais entendre sur des futurs épisodes? Est-ce que tu avais un petit nom à nous lâcher? Alors moi je suis un peu nul hein, pour faire des shout-out et des trucs comme ça, mais moi je sais que quand j'étais à Dontnod, il y avait mon DA qui s'appelait Benoît God, et je pense qu'il aurait plein de trucs intéressants à dire. Après je sais pas s'il serait dispo. Ça c'est mon mais, problème, mais moi je veux des idées, c'est parfait, ça me va, mais t'inquiète. moi je sais que quand j'étais là-bas, j'ai un peu pris un... Ah merde, je suis un peu nul. Et, et il m'a aidé pas mal à me sentir moins nul et puis de me débloquer sur plein de trucs. Donc, même si je pense qu'il n'en a pas forcément conscience. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et donc moi, je pense qu'il a plein de choses à transmettre. OK, cool, et c'est un peu clairement le but du podcast de transmettre des idées, des conseils et puis de donner aussi un peu de l'envie et de la motivation, donc ça remplit tous les critères. Trop cool. Merci. Super. Et pour tous ceux qui sont encore là à nous écouter, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail? Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors moi, je poste mes trucs sur ArtStation comme tout le monde, je crois. Donc Florent de Sailly, hein, classique. Et puis sur Instagram. Donc là, je fais surtout des croquis, des dessins un peu nuls. Mais je trouve que c'est bien de voir les trucs pas forcément tout finis que les gens font. Donc si vous voulez voir des croquis, vous allez chercher moi, je pense que vous cherchez Florent de Sailly sur Instagram, vous trouvez, je pense. Ouais. Mais le petit nom c'est Laco. C'est mon nom internet. Mais... Et voilà, c'est tout. Ouais, comme à chaque fois, on met les liens, donc vous aurez l'ArtStation et l'Instagram de Florent, et je trouve que ça illustre aussi ce que tu nous disais, c'est-à-dire montrer les coulisses ou en tout cas les choses qui sont pas abouties. Tu te l'appliques aussi à toi-même. L'Instagram, c'est les coulisses et un peu ton laboratoire où tout n'est pas abouti, mais ça a le mérite d'être fait, d'exister, Ça. et c'est Et un je work in pense que, progress. enfin moi je sais que c'est un truc que j'adore regarder, donc ça serait hypocrite de pas le montrer. Bah, trop cool. Merci pour le partage. Merci, d'avoir joué le jeu, Florent, pendant, cette heure et demie ensemble, de nous avoir un peu raconté, toi, comment tu crées, aussi tes peurs. Tu as été aussi super transparent sur tes blocages, et ça, c'est trop cool parce que ça, je trouve, hem, montre l'envers du décor et fait un petit peu dédramatiser certains qui ont l'impression, tu vois, d'être bloqués tout le temps, mais sauf que Ah tout le oui, monde oui, passe bien sûr. par ça, et c'est chouette de le partager. Bah, merci encore. De rien, non, moi c'était plaisir. Et puis j'espère que c'était pas trop mal. C'était très bien. En tout cas, si vous êtes encore là, vous nous écoutez, on est unanime, l'épisode était sympa. Heu, Non, c'est bon, j'ai pas besoin de plus être rassuré. Ça va. c'est moi qui est mal à l'aise quand on donne des compliments. Je vais arrêter. Je compte sur vous pour faire partager l'épisode et le podcast autour de vous. Si c'est pas cet épisode-là, vous partagez, vous en partagez un autre. Je vous le dis à chaque fois, mais ça aide grandement le podcast à être connu. Donc je compte sur vous, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine et allez voir le travail de Florent. Salut! J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo.
En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, gizmo.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.